merci Dominique. Bonjour, bonjour à tous. Merci à l'EN3S pour cette invitation et plus largement pour l'organisation de ces séminaires qui sont vraiment extrêmement intéressants. Alors, comme vous savez, bon, la lutte contre la fraude transnationale, c'est une priorité d'action de la branche de recouvrement depuis un certain nombre d'années déjà, encore accentuée là dans notre convention d'objectifs de gestion actuelle, donc sur la période 2018-2022. Pour donner peut-être quelques repères peut-être sur des non-spécialistes de notre organisation, ces actions de lutte contre la fraude transnationale, contrôle PSI, comme on les appelle, en matière de prestation de services internationales, ils sont essentiellement pris en charge par des inspecteurs qui sont spécialisés sur la lutte contre le travail dissimulé. Donc, ayez en tête que sur 1500-1550 inspecteurs au sein de la branche du recouvrement, on a 250 environ inspecteurs spécialisés sur la lutte contre le travail illégal, CTI comme on l'appelle, et que voilà, c'est parmi ces inspecteurs experts qu'on va avoir des inspecteurs, j'allais dire presque encore plus experts, en tout cas qui ont développé une expertise particulière, spécifique sur la fraude transnationale. Alors peut-être avant de revenir, d'évoquer la question des contrôles, je crois utile d'évoquer la question des fraudes elles-mêmes et de la manière dont peut-être elles ont aussi évolué avec le temps. Puisque ça fait quand même une quinzaine d'années maintenant en moins que comme investi sur ces actions de contrôle. Alors au départ, les choses pouvaient sembler plus simples parce que bon, les premières fraudes qu'on constatait, c'était surtout des créations d'établissements dans des pays à coût, souvent en Europe centrale orientale. En clair, des filiales fictives, des coquilles vides qui n'ont pas d'activité substantielle, voire pas d'activité du tout dans le pays. Et on arrivait plus facilement peut-être à caractériser ces situations. Parallèlement à ces situations-là, ce qui a marqué vraiment l'investissement des URSSAF sur le sujet, ça a été le contrôle d'un certain nombre de compagnies aériennes, alors plutôt des compagnies aériennes locaux, je ne vais pas citer de nom, mais je pense que chacun doit avoir des exemples en tête, qui ont développé des stratégies d'optimisation de la détermination de la législation applicable au travers du rattachement de leur personnel navigant à des bases d'exploitation aérienne, généralement situées évidemment dans les pays dans lesquels elles avaient le moins de cotisations sociales à payer. Alors, on a eu une professionnalisation du dispositif. Je ne vais pas dire une professionnalisation de la fraude, mais ça y fait penser quand même un petit peu, qui s'est traduit au cours des années par le recours accru à des entreprises de travail temporaire spécialisées dans la mise à disposition de main-d'œuvre. Alors, non pas dire que tout détachement passe par l'entremise d'entreprises de travail temporaire. On est quand même frappé quand même par le nombre très élevé de ces situations dans les contrôles qui sont diligentés. Je pense notamment à deux secteurs qui sont l'agriculture et le BTP. Et évidemment, la professionnalisation je dirais de ces structures, d'aucuns diraient de ces officines, passe par le fait qu'elles ont acquis au fil du temps une bonne maîtrise de l'environnement juridique communautaire, des démarches à accomplir pour obtenir des certificats 1 pour les salariés détachés, et que il devient de plus en plus difficile de contrecarrer ces situations. Parallèlement à ça, ce qu'on a pu observer, c'est un recours de plus en plus développé à la pluriactivité. Alors, je ne vais pas revenir là, j'ai pas le temps mais je pense que ça a été vu dans les autres sessions du séminaire, sur la différence entre détachement et pluriactivité.
soutenez, je pense, le fait que ce qui rend difficile, en tout cas vu du contrôle, la gestion de situation de pluriactivité, c'est d'une part la difficulté de quantifier l'activité, notion d'activité substantielle individu par individu, plus voilà l'absence de quantification de la durée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite à 24 mois dans la pluriactivité comme on l'a sur le détachement. Et on voit bien au travers de ça les raisons pour lesquelles le recours à la pluriactivité s'est beaucoup développé depuis le début des années 2010 et particulièrement au cours des dernières années. En parallèle de tout ça, ça a déjà été évoqué par les intervenants précédents. On a une jurisprudence côté Cour de justice de l'Union européenne qui a très sensiblement évolué depuis l'engagement de ces premiers contrôles des années 2000 que j'évoquais, puisqu'on a eu quand même, je dirais, une espèce de sacralisation de la 1, en tout cas de la nécessité d'une remise en cause de la 1 via son retrait par l'organisme émetteur pour pouvoir affilier les salariés à la sécurité sociale du pays où ils exercent leur activité. Et cette jurisprudence s'est affirmée avec le temps. Elle s'est traduite d'ailleurs dans les dossiers que j'évoquais sur le transport aérien par un certain nombre de relax ou d'annulation de procédures de contrôle et de redressement. Et c'est vrai que on a pu parler à cette occasion, hein, c'est un terme qui est utilisé dans un article du Monde il y a 2 ans, qui est assez intéressant, de blues des services de contrôle pour caractériser une situation dans laquelle, entre la difficulté de la réalisation des contrôles qui sont très chronophages parce que nécessitent des vérifications extrêmement nombreuses, salarié par salarié, et de l'autre côté, des décisions de justice traduisant par des relax ou de remise en cause des redressements opérés, un sentiment d'une très grande difficulté, au-delà des discours et des volontés politiques, d'arriver à faire changer les situations. Alors pour autant, moi je vous tiendrai le discours suivant, malgré toutes ces difficultés, que pour faire cesser les fraudes, il faut faire des contrôles. C'est-à-dire, je ne vois pas je dirais des solutions alternatives à celles de contrôler les situations, d'adapter, de professionnaliser nos méthodologies, de progresser aussi dans la compréhension des textes, de leur application. Alors, évidemment, c'est extrêmement compliqué puisque ce qui peut-être, je pense, singularise l'approche au plan sécurité sociale par rapport à l'approche travail, c'est que je dirais qu'on n'est pas vraiment sur la vérification d'une procédure, mais on est sur un contrôle de l'existence et de la régularité de situation. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs ce type de contrôle peut être extrêmement chronophage, puisque on a bien des enjeux en termes de réalité de l'activité et de l'affiliation dans le pays d'envoi, du respect de la durée maximale de 24 mois, et si vous voulez apporter la preuve du non-respect de ces dispositions, et obligatoirement vous êtes dans un sujet d'approche salarié par salarié. Vous ne pouvez pas, comme on a dans l'exemple dans d'autres types du contrôle, procéder par échantillonnage et extrapolation. C'est-à-dire que vous prenez une population, un échantillon représentatif, et sur cette base-là, vous extrapolez sur un ensemble. Non, là, on caractérise des éléments en plus d'infractions pénales, le cas échéant, donc vous êtes obligé d'avoir cette analyse, ces contrôles exhaustifs et ces analyses très minutieuses. Alors, bon, dans les situations qu'on rencontre, il y en a finalement 2 ordres. Je dirais, il y a les situations où il n'y a pas de certificat 1. Bon, là, on peut plus facilement qualifier
le cas échéant, si on a pu démontrer l'ensemble des éléments matériels intentionnels, le travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié. Et puis, évidemment, il y a, dans le cas où il y a un certificat, il faut exercer une demande de retrait auprès de l'organisme qui a délivré l'un, avec donc une phase de dialogue, la possibilité d'une seconde phase de dialogue, et puis le cas échéant, on appelle la phase 2, c'est-à-dire la saisine de la commission administrative pour essayer de régler le différend au plan communautaire. Bon. Alors, comme la question c'est que peut-on faire au-delà de retrait de certificat, je ne vais pas me mentir sur le sujet, mais pour dire, je voudrais quand même évoquer le fait que dans un certain nombre de situations, on parvient à obtenir le retrait des certificats, hein, et que ces actions-là et sur lesquelles on s'appuie beaucoup sur à la fois les coopérations que nous avons établies au niveau de la COS avec un certain nombre d'organismes, mais également on s'appuie beaucoup sur nos partenaires côté DSS et CLES pour faire avancer nos demandes. Bon, on obtient quand même des résultats sur le sujet, et avec toutes sortes de pays, quoi. C'est-à-dire, n'imaginez pas qu'il n'y aurait qu'avec on va dire, les pays d'Europe occidentale, frontaliers de la France, qu'on obtiendrait des retraits de certificats. Non, y compris avec un certain nombre de pays d'Europe centrale et orientale. Je pense à la Pologne, par exemple, on a réussi, ou la Slovaquie, on a réussi à obtenir des retraits sur des dossiers à fort enjeu. Alors évidemment qu'on n'y arrive pas, il y a la voie pénale, comme le soulignait fort bien en introduction Madame Mogelat. Bon, la difficulté de la voie pénale, c'est qu'on sait que l'effet financier risque d'être limité, puisqu'on n'aura pas difficilement la possibilité d'obtenir ces situations au plan civil. Je dis difficilement parce que, alors, on a une petite voie de progrès avec la jurisprudence Altoun, peut-être déjà été évoquée, qui, comment dirais-je, qui permettent dans des situations où l'autorité qui a émis un certificat ne l'a pas retiré, alors qu'on avait pu apporter des éléments de preuve de son obtention frauduleuse, et qu'elle n'a pas procédé à un réexamen de la situation. À ce moment-là, c'est une exception, hein, une petite exception dans la jurisprudence de la Cour de justice, les éléments de l'infraction peuvent être invoqués devant la juridiction de l'État membre, qui a alors la faculté d'écarter l'application du certificat. Bon, on a plusieurs dossiers dans lesquels voilà, on s'appuie maintenant sur cette jurisprudence Altoun. Il est encore trop tôt, à mon sens, pour en apprécier la réelle portée. Alors, pour se résumer, dire quel principe d'action on a aujourd'hui pour essayer collectivement de s'améliorer sur le contrôle. Moi, je dirais d'abord, on a à accentuer tout ce qui concerne la veille sur les phénomènes de fraude. On a souligné, Agnès a souligné le travail partenarial très important qui est effectué au sein du GNVAC. Je pense que c'est en effet un pilier aujourd'hui très important dans l'analyse des situations. On a aussi beaucoup d'actions de formation et d'accompagnement à faire. Ce séminaire est participe. Je pense que plus largement, on a sans doute encore des efforts à faire pour avoir finalement davantage d'inspecteurs experts de ces questions. Et en lien avec ça, un enrichissement régulier des méthodologies de contrôle au vu finalement de la veille qui est réalisée. Deuxième grand principe d'action, le partage des données. Alors, on a des accès aux outils, les choses se sont mises en place avec le temps. CIRDAR, donc c'est l'outil côté clé sur les détachements sortants, donc la consultation des uns, donc ça fait, je crois, maintenant quasiment une dizaine d'années. Plus récemment, CIPSI, donc côté travail.
Bon, on doit passer, je dirais, un peu maintenant à la vitesse supérieure en termes de sur le sujet, c'est-à-dire il s'agit, pour moi, l'enjeu c'est pas seulement de pouvoir consulter des données, ça c'est vraiment de pouvoir apparier ces données, construire des outils communs de gestion. Je pense que Yenga Amgar en dira quelques mots tout à l'heure dans son intervention conclusive. Et on a encore des marges de progrès parce que là, on envisage la sphère, je dirais, travail, sécurité sociale. Moi, je pense qu'il y a des enjeux énormes autour de la capacité à pouvoir avoir accès aux données sur la TVA intracommunautaire pour pouvoir vérifier l'existence des activités, de l'activité substantielle d'une entreprise dans son pays d'origine. Et puis, il y a la dimension européenne dont on parlait parce que par exemple, nous, on a en France un texte qui nous permet de donner l'accès à des agents de contrôle d'autres pays à nos outils. C'est ce qu'on est en train de faire avec nos collègues belges avec lesquels on travaille très bien. Puis en plus, il n'y a pas la barrière de la langue qu'on peut pas avoir dans d'autres coopérations. Bon, l'équivalent n'existe pas encore dans beaucoup d'États, d'autres États membres. C'est dommage parce que c'est un outil qui serait extrêmement utile par ailleurs. Au plan opérationnel, Agnès l'a dit, c'est essentiel que les différents acteurs coopèrent dès le début des opérations, c'est-à-dire vraiment dès le ciblage des contrôles. C'est utile pour pouvoir déterminer la stratégie, pour bien comprendre les compétences des uns et des autres, les éléments de preuve qui seront à recueillir, les différentes procédures engagées. Là aussi, en intégrant aussi l'intérêt de l'association précoce des parquets, mais peut-être que monsieur Bertrand en parlera du côté du rôle de l'Office central de lutte contre le travail illégal. Quatrième principe d'action, je pense que c'est important de se donner des objectifs et de valoriser des résultats. C'est-à-dire que se donner des objectifs, ça veut dire concrètement, sans trahir un secret professionnel interne, c'est donner des objectifs au directeur d'URSSAF, par exemple, en matière de contrôle sur ces situations. Valoriser les résultats, c'est aussi faire savoir les performances qui sont accomplies en interne et valoriser les actions les contrôles qui ont été engagés. Alors, c'est plus difficile la communication vis-à-vis de l'extérieur parce qu'on est toujours sur des dossiers sensibles, des instructions en cours. On peut pas, ce qui est dommage, mais d'une certaine manière. Mais bon, il faut aussi reconnaître qu'il y a eu un travail journalistique parfois assez intéressant fait sur le sujet. Je prends par exemple l'exemple d'un numéro récent d'Envoyé spécial sur Terrafé et Kundis, ou de manière un peu plus ancienne, très bonne émission de Cache Investigation sur le contrôle de l'EPR. On est quand même sur un sujet qui intéresse et dans lequel aussi, via des journalistes d'enquête, on peut réussir à faire passer un certain nombre de messages. La communication, elle est aussi à faire vis-à-vis des entreprises qui ont recours au détachement, aux entreprises de travail temporaire spécialisées que j'évoquais. Et de ce point de vue-là, la mise en jeu de la solidarité financière est vraiment très importante. Deux derniers points que je voulais évoquer en principe d'action concernent peut-être plus, d'ailleurs, la sécurité sociale dans son ensemble. Un qui concerne vraiment la branche du recouvrement, c'est qu'on a un enjeu aussi très important autour de l'optimisation des procédures de recouvrement forcé, c'est-à-dire c'est pas redresser pour redresser, ça n'a aucun sens. Hein. Dire un redressement, ça doit être mis en recouvrement. Et donc de ce point de vue-là, s'il y a des questions, je pourrais y revenir. On a un acteur central qui est le Centre national des firmes étrangères, qui est géré par l'URSSAF d'Alsace, qui prend en charge en pratique grande partie des procédures de recouvrement forcé dans le cadre des luttes contre les fraudes transnationales. Et puis je voudrais souligner enfin qu'on a objectivement encore des progrès à faire en matière d'affiliation et de garantie des droits sociaux des salariés concernés, parce que on a aussi un élément de crédibilité vis-à-vis des pays quand ils retirent leur certificat, c'est d'être en capacité d'affilier les travailleurs concernés sur les périodes où ils ont travaillé en France. Et
Et parfois, on a du mal à donner quand même suffisamment de garanties. Moi, c'est ce que j'observe sur un certain nombre de dossiers aux pays pour qu'ils retirent leur certificat, parce que parfois, je veux dire, le non-retrait du certificat, c'est pas, faut pas voir ça uniquement comme notion de comment dirais-je, d'un pays membre de ne pas respecter je dirais, l'environnement juridique communautaire. C'est aussi lié à un souci de la protection sociale des travailleurs concernés. En tout cas, ça peut être aussi cela, et c'est une dimension qu'il faut, à mon sens, être mieux en capacité de prendre en compte aujourd'hui.